Remercier Roland Saya qui a eu la gentillesse de nous permettre de bénéficier de ce magnifique cadre d'Ar Hamad, s'il est parmi nous. Je voulais également, et en premier lieu, saluer et remercier le docteur Pierre Rabou, qui est parmi nous depuis quelques jours maintenant au Koweït et qui nous fait bénéficier de sa connaissance extrêmement impressionnante du Koweït, qui est quelque chose qui n'est pas forcément très partagé par l'ensemble des spécialistes du monde arabe, mais aussi d'autres régions du monde. Je pense notamment à sa très grande maîtrise des enjeux de la guerre en Ukraine. Mais je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de tous ces domaines de compétences, puisque je vais lui passer la parole et qu'il va lui-même s'exprimer et les présenter. Puisqu'il nous fait l'amitié de nous présenter ce soir une conférence sur les recompositions géopolitiques au Moyen-Orient. Et donc je vais sans plus tarder lui passer la parole en lui renouvelant tous mes remerciements. Merci beaucoup Madame l'ambassadrice, merci au Dar Hamad, merci au colonel Passo d'avoir organisé cet événement et merci à vous tous d'être restés là. Alors on va faire un bond dans le temps. Non pas en arrière mais en avant. Donc là en fait c'était 1990-91, on fait plus 31 ans et on arrive à aujourd'hui. Donc en une petite demi-heure, je vais essayer de vous brosser le portrait de à quoi ressemble et comment évolue le paysage géopolitique au Moyen-Orient aujourd'hui avec les grandes forces qui sont en train de s'exprimer. Alors, à chaque fois, je regarde sur le moniteur de contrôle qui est là-bas si c'est la bonne. Alors là, vous voyez le monde. Sur ce monde, c'est une représentation assez originale, qui peut vous paraître originale parce qu'elle est centrée en fait sur les routes maritimes et elle donne un aspect assez inclusif des continents. En fait, cette représentation des cartes, vous la voyez tout le temps. Et le tout le temps, c'est en fait le symbole et c'est la représentation du monde selon le symbole des Nations Unies. Montre en fait l'englobement, si vous voulez, des terres émergées, mais en même temps les routes maritimes. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'en fait, ça vous permet de voir à travers ces routes maritimes qu'aujourd'hui, l'une des routes maritimes les plus importantes pour les industries et les économies de tous les pays industrialisés, qu'ils aillent des Amériques, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Asie. C'est la route qui passe par la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien, la mer de Chine, et qui relie donc en fait les pôles industriels et les pôles économiques de l'Asie à ceux d'Europe, à ceux du Moyen-Orient et à ceux d'Amérique. Et tout ça pour dire que le Moyen-Orient, il y a des tas de définitions académiques, pas académiques, géopolitiques, etc., qui sont données à travers l'histoire. Je vais faire un petit peu de géographie avec vous. Je dirais que le Moyen-Orient, c'est le cercle pour moi qui tangente, si vous voulez, les trois points de passage obligés de cette région, que sont le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz. Et vous voyez ce cercle vert, en fait, peu ou prou, même si évidemment il englobe un peu de l'Afrique orientale, donc on peut enlever l'Afrique orientale, mais ça vous donne à peu près cette zone stratégique qui est le carrefour d'ambition de nombreux acteurs. À commencer par les Russes et les Chinois qui mettent sous pression cette région de plus en plus, et vous le voyez sur cette carte. Puisqu'on parle des grandes puissances, sur cette carte-là, qui au passage est tirée de notre atlas stratégique, j'en parlerai 10 secondes à la fin, j'ai mis quelques tracts et quelques flyers là, ça c'est la version anglaise d'un atlas stratégique que nous venons de publier du Moyen-Orient, qui est gratuit. Vous pouvez flasher le QR code qui est là et vous le téléchargez gratuitement et vous avez des fiches pays sur tous les pays de la région, etc. Bref, de cet atlas est tirée cette carte-là, qui vous montre la grande stratégie américaine au niveau global, mais appliquée également au Moyen-Orient, donc à la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et en fait, ça vous montre quoi? Ça vous montre que pour les États-Unis, et c'est déjà un mouvement de fond depuis une quinzaine d'années, il y a une tentation, non pas de repli, mais il y a une tentation de réorganisation de leur dispositif pour finalement contenir les puissances continentales que sont la Chine et la Russie,
en laissant paradoxalement une certaine marge de manœuvre à ces deux puissances continentales pour leur dire si vous voulez, entre guillemets, vous amuser sur ce qui est de l'autre côté de la ligne violette que vous voyez sur la carte, qui brosse ou qui délimite les zones d'intérêt vitaux pour les États-Unis. Ma foi, vous pouvez peut-être essayer d'y aller. Nous, pendant ce temps-là, on va verrouiller et on va protéger tout ce qui est de l'autre côté de cette ligne, et notamment, bien sûr, les axes de communication. Donc vous avez cette carte-là à peu près, et là vous voyez que la région du Moyen-Orient, en fait, quitte le statut pour les États-Unis de zone d'affrontement potentiel avec leurs rivaux stratégiques, pour devenir essentiellement une zone de transit. Une zone de transit entre les trois zones cruciales pour les États-Unis, que sont, on va dire, l'Atlantique et l'Europe, que sont la zone Pacifique et la zone Océan Indien, d'où la zone Indo-Pacifique. Et en fait, cette zone Afrique du Nord-Moyen-Orient, ce que vous voyez dans cette ovale vert, c'est ce qui permet de passer rapidement de l'un à l'autre. Donc ça veut dire que stratégiquement, pour les États-Unis, il faut contrôler cette zone, c'est-à-dire la défendre si nécessaire, mais ça ne devient plus forcément un lieu de confrontation majeure avec leurs rivaux stratégiques. Sur celle-ci, à l'inverse, vous voyez la grande stratégie chinoise et la place du Moyen-Orient dans la grande stratégie chinoise. Alors évidemment, on va dire c'est une vue de l'esprit, tout le monde n'est pas forcé d'adhérer à cette vision un peu expansionniste. Ça veut dire que probablement qu'à échéance de 30 ans, le leadership chinois se dit, finalement, par rapport à mes défis géopolitiques, parce que bien sûr la Chine a des tas de défis internes, intérieurs, économiques, etc. Mais sur le plan géopolitique, objectif numéro 1, c'est quoi? C'est sécuriser la mer de Chine, essayer de reprendre le contrôle de Taïwan d'une manière ou d'une autre lorsqu'une fenêtre d'opportunité se présentera. C'est d'endiguer le Japon, c'est d'étouffer l'Inde, c'est de vassaliser la Russie, ce qui risque d'arriver encore plus vite que prévu avec la guerre en Ukraine, d'affaiblir l'Union européenne pour, au bout du compte, d'ici 20 ou 30 ans, isoler les États-Unis. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, ça ne veut pas dire que c'est le plan avec un plan de code, etc. Mais ça veut dire que, si vous voulez, c'est le mouvement, c'est la vision d'ensemble. Et dans cette vision d'ensemble, évidemment, la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient est un carrefour d'un certain nombre d'intérêts stratégiques chinois. Ça veut dire aussi, quand vous voyez cette carte-là, que probablement, on le réalise peut-être mieux en voyant cette carte-là sur... Là, vous voyez que globalement, 80% des exportations d'hydrocarbures de la grande région du Moyen-Orient partent en Asie. C'est-à-dire que ce qu'il faut réaliser en termes géopolitiques, c'est que ça n'est plus du tout l'Europe et l'Occident qui viennent s'approvisionner dans la région. À quoi ressemble géopolitiquement le Moyen-Orient? En fait, un petit peu à cette carte-là qui représente deux plaques tectoniques, si vous voulez, ou deux grandes zones, deux plaques d'influence. Avec au nord, vous avez une ligne rouge de délimitation, on va dire, assez largement, je ne dis pas contrôlée, mais sous l'influence de l'Iran et de la Russie. Avec l'Iran et la Russie qui eux-mêmes se chamaillent pour savoir lequel des deux va être le senior partner et lequel des deux va être le junior partner. Je l'ai présenté tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des joueurs d'échecs. À mettre la région du Moyen-Orient dans un échiquier 8-8. Si on avait le temps, je pourrais vous raconter la partie d'échecs qui se déroule depuis déjà une bonne trentaine d'années entre les acteurs locaux. Pour faire simple, aujourd'hui, vous avez sur cet échiquier les zones qui sont plutôt en vert, qui sont contrôlées directement ou indirectement ou sous l'influence de l'Iran, et les zones en jaune, qui sont plus ou moins sous le contrôle ou sous l'influence des monarchies de la péninsule arabique. Sauf qu'évidemment, Israël est je ne fais pas de qualificatif, mais disons, a une bien meilleure équipe de jeu d'échecs que l'Arabie Saoudite. Donc ça devient plus compliqué pour les Iraniens aujourd'hui. Du Golfe à la mer Rouge. C'est-à-dire que le Golfe, qui était un sujet de tension très forte depuis ces derniers temps, ces dernières années, en fait, je ne dis pas qu'il est relativement calme, mais enfin la situation c'est en mer Rouge.
mais on n'en parle qu'à bas bruit pour l'instant. Le focus, il est principalement au Levant, et notamment sur la zone Liban, Syrie, un petit peu Irak. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où vous avez la confrontation d'un peu toutes les ambitions des acteurs locaux et régionaux. La Turquie, l'Arabie Saoudite, les Kurdes, les Iraniens, En fait, on voit bien qu'il y a paradoxalement à la fois un affrontement qui est plus feutré, qui est quasiment un affrontement discret mais bien réel et clandestin, mais qui a en même temps une tentation où par des pressions et par des frappes directes et variées, chacun des deux joueurs, c'est-à-dire l'Israélien et l'Iranien, essaye de tracer une sorte de ligne rouge, en fait, de ligne de dissuasion mutuelle sur le thème si vous descendez au sud de cette ligne, on tape, et si vous, au contraire, tant que vous restez de l'autre côté de la ligne, on peut discuter, et en tout cas, ça reste acceptable pour nous. Pourquoi je vous montre cette carte-là? Beaucoup d'acteurs dans la région font le calcul que l'Iran va arriver au seuil nucléaire. La question c'est est-ce qu'ils vont le franchir ou pas? Mais en tout cas, ils seront au seuil nucléaire. Et s'ils arrivent au seuil nucléaire, comment vont réagir les Israéliens? À mon avis, les Israéliens ne feront aucune frappe massive sur le programme iranien pour des tas de raisons. On ne va pas en parler ici, ce n'est pas le lieu. Par contre, les Israéliens pourraient être tentés, et c'est un grand classique dans l'histoire de la dissuasion, d'éliminer les lieux de friction et les Hezbollah. On est assez isolé, et finalement tout le monde laisse paisiblement, si on peut dire, l'Iran accéder à la capacité nucléaire militaire. Nous, on sait qu'on va avoir, en fait, on ne peut pas techniquement supprimer les éléments de friction qui, à l'avenir, pourraient dégénérer et pourraient créer une situation d'escalade avec l'Iran. Je ne dis pas du tout que ça va arriver, je dis que c'est une hypothèse qui est à intégrer et à prendre en compte. Du coup, faire simple, c'est comme de nombreux pays de la région, c'est comment attirer un maximum de capitaux chinois sans tomber sous la coupe sous l'influence de la Chine. C'est l'hypothèse de base de plein de pays, notamment plutôt vers l'est de la péninsule arabique. Militaire américaine au Moyen-Orient et notamment en Irak. Et donc qui dit Irak, dit évidemment Koweït, parce que c'est juste à côté. Où les années qui viennent, un terrain, ça a toujours été un terrain d'affrontement, mais disons un terrain d'affrontement plus ouvert et plus intense entre les puissances régionales et notamment entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Iran, Turquie et la Turquie sur place. Deuxième grand objectif, c'est s'entendre paradoxalement avec le maximum de voisins. Quand vous écoutez les Iraniens, aujourd'hui, bon, ils se sont fait une raison, ils savent qu'en fait, il n'y aura probablement pas d'accord nucléaire. Donc, il faut s'entendre avec le voisinage. Et donc, il y a plein de relations bilatérales qui sont renouées, y compris avec l'Arabie Saoudite, y compris avec le Qatar et le Sultanat d'Oman, c'était déjà le cas. Mais il y a un dialogue qui se renoue, même s'il est compliqué, avec les Émirats arabes unis, mais bien sûr aussi avec l'Arabie Saoudite. Mais aussi avec le Pakistan, l'Afghanistan, parce qu'un gros problème interne pour l'Iran, j'exprime ma vue en tant qu'analyste et en tant qu'expert du pays et de la région. Pour faire simple, notamment de la rive sud du Golfe arabo-persique, c'est la multiplicité et la complexité du processus de décision. C'est-à-dire, vu quel est l'agenda saoudien aujourd'hui, c'est clairement, vu ces recompositions, de s'entendre avec l'Iran. S'entendre, ça ne veut pas dire... c'est bien sûr, du coup, ce qui doit aider les Saoudiens à se dépêtrer du bourbier yéménite. C'est trouver un point d'équilibre entre la relation entre la Chine et les États-Unis, c'est-à-dire comment aller vers la Chine sans franchir la ligne rouge qui les mettrait en choc frontal avec les États-Unis. Et accessoirement, c'est empêcher le retour des djihadistes en Terre Sainte sur la terre du monarque des deux saintes mosquées. Vous trouvez une entente avec l'Iran, là c'est plutôt clairement toujours dissuader l'Iran. La Russie, entre la Chine et les États-Unis. La Chine-Russie et les États-Unis, je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez vu ce qui se passe sur la guerre en Ukraine, etc. Et c'est aussi développer le partenariat avec le Qatar. C'est important.
faire simple, le Qatar qui a été ostracisé est le go-between et l'intermédiaire de nombreuses négociations ou discussions, par exemple avec les talibans en Afghanistan, mais pas que. Donc pour lui, pour le Qatar, le but du jeu, c'est de se dire, dans 2 ans, une autre administration américaine pourrait avoir une autre attitude, évidemment, à l'égard du Qatar. Donc, ils font profiter des positions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient. Elles impactent aujourd'hui très au-delà du Moyen-Orient. Il y a un grand vent d'Est qui souffle et qui ramène tous ces problèmes sur le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les rivalités du Moyen-Orient, vous les retrouvez dans le bassin méditerranéen. Ce n'était pas le cas il y a 5-10 ans. Iran-Israël, vous la retrouvez sur un certain nombre de points. Ou Iran et Émirats Arabes Unis aussi. Ou bien Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar aussi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est pour vous montrer sur cette carte que... Et je réponds à toutes vos questions. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon magistral qui, j'en suis certaine, suscite beaucoup de réactions et de questions dans l'assistance. Les principaux. Pas tous. Exactement. Quel est, selon toi, l'agenda du Koweït? Alors, quand j'étais jeune, je n'ai pas lavé son linge sale en famille et je n'ai jamais pointé les agendas quand on m'a invité chez quelqu'un. Ceci étant dit, le monde de Brut, c'est rester indépendant et neutre si possible le plus longtemps possible. Et donc garder à tout prix et par tous les moyens la protection américaine le plus longtemps possible, tout en développant le soft power pour montrer que finalement le Koweït est un État finalement comment dire, bienveillant quelque part, qui peut jouer un rôle positif dans la région parce que notamment c'est un des rares pays de la région sur à la fois une stratégie d'équilibre et qui privilégie systématiquement la voie diplomatique, disons, pour essayer... Sur les flux pétroliers, j'ai l'impression que ça a été conçu quand même un petit peu avant l'Ukraine. Est-ce que ça a été modifié depuis l'Ukraine? Ma question, c'est... l'hypothèse, c'est que... la situation actuelle, c'est que les flux du Golfe se destinent maintenant très majoritairement à l'Asie, en particulier à la Chine. Est-ce que la guerre en Ukraine ne va pas inévitablement modifier ça parce que les Européens, à rythme plus ou moins rapproché, vont se dégager sûrement du pétrole et plus lentement du gaz russe? Les Russes vont forcément essayer de vendre leur pétrole et leur gaz à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'abord aux Asiatiques et des fournisseurs du Golfe, plus vers les marchés européens. Et ça modifiera un tout petit peu la géopolitique énergétique de la région. Ok.